Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. 3 titres dans ce nouveau journal. C'est le grand jour aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour les écoliers et élèves. Ils reprennent en effet le chemin des classes. La nouvelle année académique 2020-2021 est placée sous le signe de l'excellence et de la résilience face au coronavirus. Toujours en Côte d'Ivoire, la fin de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou a noté déjà plusieurs retombées, notamment la réhabilitation complète de l'axe routier Mbato à Noumaba-Séchi. On en parle largement dans cette édition avec Eugène Atoubé. Enfin, un nouveau Premier ministre au Japon, Yoshihide Suga, a été choisi aujourd'hui par le parti au pouvoir, le PLD. En Côte d'Ivoire, donc, la rentrée scolaire 2020-2021 s'ouvre aujourd'hui, lundi 14 septembre 2020, bien sûr sur toute l'étendue du territoire national. Cette nouvelle année académique est placée sous le signe de l'excellence et de la résilience face au coronavirus. Notre équipe de reportage a sillonné quelques établissements scolaires dans les communes de Adjamé et de Cocody. Son compte rendu dans nos prochaines éditions. Direction à présent la région du Moronou, dans le centre-est du pays, où le président de la République, Alassane Ouattara, a achevé sa visite d'État. Séjour du 9 au 12 septembre dernier, très apprécié par les populations, car elles attendaient beaucoup en matière de développement social durable. Alors quel bilan dressé après la visite d'État dans le Moronou du président de la République, Alassane Ouattara? Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'hélicoptère qui s'élève dans le ciel de Bongouanou a à son bord le couple présidentiel. Alassane Ouattara quitte ainsi le Moronou après 4 jours de visite d'État. Sa venue était très attendue par les populations. Elles le savent. Une visite d'État permet à la région d'accueil de bénéficier d'une attention particulière des gouvernants. Routes, électrification, adduction en eau potable et bien d'autres infrastructures de développement. Le chef de l'État s'est déplacé personnellement dans plusieurs localités du Moronou pour des mises sous tension électrique, pour ouvrir des vannes qui consacrent l'adduction en eau potable. Le déficit du Grand Bongouanou a d'ailleurs été définitivement corrigé. Qu'en pensent les fils du terroir? Leurs attentes ont-elles été prises en compte? J'ai dit merci au président de la République parce que son arrivée nous a été très salutaire, parce que toute la région de Moronou, les 3 départements vraiment ont été vraiment bien entretenus par le président de la République. Il se trouve que tout ce qui est infrastructure, tout a été mis en marche. Et pour relier le chef-lieu de région qui est Bongouanou, les 2 autres départements, toutes les voiries ont été faites et ont été bitumées. Et au niveau de l'eau, tout a commencé à être mis en place. Tous les autres villages dans mon département et aussi dans les autres départements, nous sommes servis à près de 87%. Nous sommes dans le Moronou, qui n'a jamais eu de visite d'État. Et avant l'arrivée du président, pendant son arrivée après, nous voyons déjà les retombées. Au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'eau, au niveau de l'électrification, au niveau des écoles, au niveau psychologique et social. Donc ces instants sont des instants de communion qui doivent se répéter ad vitam, ad aeternam. Le président, c'est vraiment un messie pour la Côte d'Ivoire. On continue avec lui, on continue avec le président, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Une visite d'État génère des retombées économiques. Hôteliers, gérants de restaurants et maquis ont-ils fait fortune? Le maquis a bien marché. Franchement, depuis 3 jours, ça fait 3 jours même, je ne dors pas. Nos hôtels ne fonctionnent pas comme dans les autres secteurs, dans les autres villes. Ici, de temps à autre, pour rire, on s'appelle croque-mort ou bien Ivocep, parce que c'est quand il y a les décès que nous avons de l'affluence. Quand le corona est venu, on est descendu à 6 mètres sous terre. On a dû fermer, il a dû libérer tous les employés. Et puis, il y a eu, je dirais, cette manne qui nous est tombée là-dessus, c'est-à-dire notamment la visite d'État. Et là, franchement, on a ressenti quand même notre hôtel sortir de son trou. Au total, le chef de l'État s'est rendu à Ara, Mbato, Bongouanou,
et de nombreux villages du Moronou. C'est pas faux de le dire. Les retombées pour le Moronou placent la région sur la route du développement. Il y a ce qui a été fait, mais aussi des engagements ont été pris par le président de la République. Pour l'heure, pourquoi ne pas célébrer cet espoir nouveau pour le Moronou? À noter que cette visite d'État dans la région du Moronou du président de la République, Alassane Ouattara, a permis de mettre fin au calvaire des populations, notamment en ce qui concerne l'axe routier Umbato, à Noumaba et Séchi. Auparavant, cette voie était complètement délabrée et impraticable, mais elle a bénéficié dernièrement d'un reprofilage lourd. Les précisions dans ce reportage de Eugène Atoubé. Ville de Séchi, sous-préfecture dans le département d'Agboville. De cette localité à Timélecro, via la ville voisine d'Anoumamba, porte d'entrée de la région du Moronou, la route s'offre aujourd'hui à ses usagers dans son bon état. Ce tronçon long de 40 km a fait l'objet d'un reprofilage lourd. Et pour les populations des localités qui l'ont en partage, bien loin le souvenir des temps de calvaire. C'est Séchi, vraiment, il y a beaucoup de choses qui produisent ici. Mais la voie, voilà, si ce n'est pas sur Agboville, nous on ne peut pas aller faire commerce ailleurs encore. Pourtant, bateau, Dimokoro, on peut aller là-bas, mais si il n'y a pas de route, on est obligé de tout envoyer à Agboville. Si Agboville est bourré, nous on est perdu, il n'y a plus rien encore. C'était un parcours de combattants. Avec l'avènement de cette voie, il faut dire que nous sommes heureux. Le butimage serait le bienvenu. Les travaux de reprofilage de l'axe Séchi à Noumamba jusqu'à Timélecro ont été effectués en 6 mois, conformément aux attentes de la Direction générale des infrastructures routières, maître d'œuvre. Une longue attente des populations aujourd'hui comblée. Beaucoup de soins ont été apportés aux travaux avec attention particulière faite au point critique, comme ici, sur cette partie du tronçon parallèle au chemin de fer. C'était le plus gros obstacle durant l'exécution des travaux. Ça sert un peu de raccourci pour rallier Abidjan. Cette route a été construite sur une zone marécageuse. Et comme les rails étaient en hauteur, donc le problème d'assainissement se posait. Nous sommes rendus compte que les ouvrages qui étaient sous les rails étaient complètement fermés. Lorsque nous avons vu ça, nous allons commencer à les déboucher et puis à faire des fossés, des saignées qui passent directement sous les rails. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu trouver la solution à ce problème-là. Cette équipe qui est venue pour arranger cette voie nous a beaucoup sauvés. Parce que maintenant, à moins de 30 minutes, nous sommes en bateau. Et je vous apprends qu'il y a des véhicules maintenant qui quittent un bateau pour Agboville, compte tenu de la route, parce que nous avons une bonne route. Ils ont fait des ponts, et aujourd'hui même, quand on voyage sur cette voie, nous sommes très heureux. Séchi, Anoumamba et Timélecro, 3 localités qui sortent de leur enclavement en même temps que s'offrent à elles de nouvelles opportunités en termes de progrès et de développement. Anoumamba particulièrement, qui croupit encore dans la léthargie, ne pouvait espérer mieux. C'est que parmi ses préoccupations et besoins, la réhabilitation de l'axe Séchi à Anoumamba était inscrite au rang de priorité. Pour nous, ça marque une nouvelle étape. On se dit, à partir de maintenant, Anoumamba peut tout obtenir. Parce que la route précède le développement. On a la route, alors il n'y a plus de raison qu'on n'ait plus tous ces défis-là qui étaient impossibles à relever, qu'on peut désormais relever. C'était un peu dur parce qu'on ne pouvait pas rouler, mais alors là, ça va un peu. Quand il va payer mes matériels, vraiment, ça passe un peu vite. Avec la route, inquiétude aujourd'hui levée, Anoumamba peut relever bien de défis, autant que la voisine à Timélecro, où les populations sont assurées d'un ravitaillement fréquent en carburant. L'accès à Séchi, impeccable. L'accès à Dimbokro, en passant par Timélecro, impeccable. Vous ne voyez pas de camions arriver ici depuis longtemps. La station d'essence que nous avons ici, la citerne venait vraiment bon an, mal an, une fois toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, je vous assure que la citerne fait 3 tours par semaine. Mais tout le monde y gagne. Anoumamba respire enfin. Une scène qui frappe. À l'entrée de la ville de Timélecro, à pied, en vélo ou en moto, la traversée du pont n'est plus un danger. L'ouvrage a été habillé de garde-fous
pour la sécurité de ses usagers. Un point critique hier objet de frayeur et aujourd'hui fierté de toute une population. Tout autre sujet à présent, célébration hier de la journée africaine de la propriété intellectuelle. Thème retenu pour cette 21e édition, le rôle des offices de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement a été lu par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, également administrateur à l'Office africaine de la propriété intellectuelle. Moussa Konaté. Le rôle des offices de propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de Covid-19, c'est le thème de la 21e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Il s'agit de mettre en lumière les initiatives pour éradiquer la pandémie de Covid-19. L'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle joue un rôle extrêmement important au plan économique et de la protection des populations. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, l'OAPI a conçu une base de données de brevets d'invention et d'informations techniques qu'elle tient à la disposition des États membres pour faciliter la recherche et la production de certains produits essentiels à la lutte contre la Covid-19. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, tous les secteurs d'activité sont mis à contribution. En Côte d'Ivoire, les actions pour soutenir les populations et les activités économiques sont en cours. Les entreprises sont appelées à jouer leur partition. Nous encourageons les entreprises ivoiriennes à faire preuve d'innovation, aussi bien dans le domaine de la prévention que de celui du traitement de la maladie à coronavirus, afin de permettre à nos populations de vaquer sereinement à leurs occupations et à l'économie ivoirienne de retrouver rapidement sa trajectoire de croissance soutenue pour le développement économique et social de notre pays. Instituée par l'Organisation de l'Unité africaine en 1999, la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle vise à encourager la créativité africaine et rappeler l'importance de la technologie et la propriété intellectuelle pour le développement du continent. Le bilan du coronavirus ne cesse de s'alourdir dans le monde. Plus de 29 millions de cas. Respectons donc les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 26 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 19 013 cas confirmés de coronavirus, dont 18 112 personnes guéries et 120 décès. Toujours en Côte d'Ivoire, des denrées alimentaires offertes aux familles impactées par le coronavirus. C'est un don de l'OASA, organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique. La cérémonie de remise de ces kits alimentaires s'est déroulée le 11 septembre dernier au centre hospitalier universitaire de la commune de Trashville. Salima Toudia. C'est un appui aux familles des malades hospitalisés dans les structures sanitaires et les personnes vulnérables impactées par la crise sanitaire du coronavirus. Des kits alimentaires leur ont été offerts par l'OASA, l'organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique. Ça s'inscrit dans le cadre d'accompagner la politique du gouvernement dans le domaine de la santé. Ce qui a fait que déjà le président de la République a donné instruction au ministère de la Solidarité et finalement qui nous ont appelés pour nous accompagner. Et nous avons aussi d'autres entreprises de la place qui nous ont soutenus aussi pour que chaque fois que le besoin se fait sentir, ils nous accompagnent pour qu'on puisse apporter un peu de joie et de gaieté à cette population vulnérable. Ils sont 100 familles à en bénéficier pour cette deuxième vague de remise de dons. Bienvenue avec cette histoire de Covid-19. Souvent, bon, actuellement, la situation est un peu difficile aussi, hein, donc c'est un apport. Voilà, ça va nous permettre au moins, bon, l'enfant va souffler un peu. Aussi, le diabète, ça coûte cher. Hein. Voilà, il faut de la vérité. Donc, quand on te fait un don comme ça, vraiment, c'est la bienvenue. Pour la direction générale du CHU de Trashville, c'est un soutien à l'amélioration de la santé publique. Des cadeaux qui ont été mis à la disposition donc, de l'OASA. Et l'OASA a profité de cette occasion pour remettre donc, aux malades atteints du diabète et tout ça au sein du CHU de Trashville. Donc, il était bon que nous puissions être là pour essayer, n'est-ce pas, donc, de marquer cet événement-là.
L'OASA a aussi pour objectif de soutenir et participer à toutes les actions visant l'amélioration de la santé publique dans tous les pays africains. Quel mode de financement pour l'agriculture ivoirienne? Les producteurs, financiers, industriels et autres experts ont réfléchi récemment à cette question à Grand Bassam, dans la région sud du pays. Ils ont donc décidé de créer une société anonyme multidirectionnelle. Les détails, Lanciné Bakayoko. Ces travaux de Grand Bassam ont permis de valider de façon consensuelle un mécanisme de financement pérenne de l'agriculture ivoirienne. Comme unité d'opérationnalisation et d'exécution de cette nouvelle directive, une entité nationale va être créée. Son rôle, coordonner les grands projets agricoles et agro-industriels. Concernant le mécanisme de financement à proprement dit, il a été recommandé la création d'une structure comprenant 4 véhicules financiers que sont la garantie, le refinancement, l'investissement et une microfinance. Ce dernier point a également mis en lumière le besoin d'une structuration qui intègre les besoins de financement importants des transformateurs locaux. Cette SA ou société anonyme devrait également prévoir la participation minime de l'État en vue de permettre aux acteurs du secteur privé, dont notamment les filières agricoles, d'intégrer activement le capital mécanisme. Relativement au financement et au mode de gestion, un accompagnement non financier prévoyant l'encadrement des différentes parties prenantes et la proposition de produits et services financiers adaptés est cruciale. Pour le cadre juridique et réglementaire, des consultations pourraient être conduites sous la forme la plus adaptée avec les structures averties afin de lever toutes les contraintes qui s'y rapportent. Des recommandations qui appellent à un engagement fort, mais surtout à une prise d'action immédiate pour l'atteinte des objectifs d'une agriculture performante et compétitive. L'orpaillage clandestin sévit fortement dans le parc national de Taï, dans la région ouest du pays. C'est ce qui ressort de la récente réunion du comité de gestion locale du parc national de Taï. À noter que 2 individus ont été appréhendés dans la zone de Taï dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Walter Amadou. Selon les dernières statistiques, l'orpaillage clandestin est devenu la première pression qui s'exerce sur le parc national de Taï. Cette activité est pratiquée principalement dans les bas-fonds et les cours d'eau, à la périphérie du site, ainsi qu'à l'intérieur, avec la complicité de populations locales, d'agents indélicats et de certaines autorités. Cette situation met en mal l'équilibre des écosystèmes, menace la santé des personnes et des espèces animales eu égard aux influents qui se retrouvent dans les cours d'eau. Dans bien des cas, la cohésion sociale des localités où se pratique cette activité est également perturbée. Je voulais lancer cet appel aux populations qui vivent à la périphérie du parc national de Taï pour leur dire que le parc national de Taï, c'est leur patrimoine. Donc il faudrait que ces populations s'impliquent davantage, aide l'OIP à mieux préserver cet espace qui appartient à toute la Côte d'Ivoire, voire à toute la communauté internationale. Le cas de la localité de Djorotou a été présenté aux membres du comité par le lieutenant-colonel Diarasouba Aboulaye, directeur du parc. Il a fait noter que l'activité d'orpaillage clandestin se déroule dans la rivière Anna, en dehors du parc. Les orpailleurs clandestins utilisent les embarcations munies de monopompes puissantes pour draguer le fond de cette rivière et du fleuve Cavali. Ils utilisent également des produits chimiques très polluants. Depuis le début de l'année 2020, 12 dragues, 10 motopompes et pirogues ont été détruits par les agents du parc et 2 clandestins ont été appréhendés et conduits devant les autorités judiciaires. Plus de 2 milliards de francs CFA pour relancer les activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes du Tchologo et du Bunkani, 2 régions situées dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'Agence des Nations Unies pour le développement en collaboration avec l'Alliance nationale pour la santé et le développement en Côte d'Ivoire. Les explications de Moussa Konaté. Les régions du Tchologo et du Bunkani dans le nord de la Côte d'Ivoire vont bénéficier d'un fonds d'appui pour leur développement. Un soutien financier pour les jeunes et les femmes d'une quarantaine de villages de ces 2 régions en vue de leur autonomisation. Le but du projet, c'est d'amplifier
les préoccupations des populations rurales de Tchologo et de Boukani et permettre aussi à la société civile de ces deux régions de porter leur voix encore plus haut vers les gouvernements décentralisés. Dans le maraîcher aussi, il y a des jeunes, il y a des associations de jeunes qui interviennent dans le domaine. Je pense que ce projet vraiment va contribuer énormément à soutenir ces jeunes-là. Ça va aider la population du Tchologo à pouvoir se prendre en charge. 2,77 milliards de francs CFA, c'est le montant global du projet. Le gouvernement américain est heureux de pouvoir appuyer des initiatives visant à accroître l'implication des populations dans la prise de décision au niveau local, notamment en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, tels que l'eau, la santé et l'éducation. Je réaffirme notre totale implication dans cette phase du projet et j'engage les collectivités territoriales, les régions du Tchologo et du Boukani à contribuer à l'amélioration des services qu'elles doivent rendre à leurs citoyens. Je voudrais souhaiter que les populations bénéficiaires prennent toutes les dispositions pour continuer de marquer leur implication et leur participation effective à toutes les étapes de réalisation de ce projet dont ils sont acteurs et bénéficiaires. Le projet Accountability for Development en faveur des populations du Tchologo et du Boukani va s'effectuer jusqu'au mois d'avril 2022. Une médiathèque pour la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan. Cet établissement bâti sur une superficie de 1000 mètres carrés a été inauguré il y a quelques jours par le maire Gilbert Koné Kafana. Le point dans ce reportage de Michel Digré. C'est un bâtiment de 2 niveaux qui vient d'être inauguré. Il comprend une salle polyvalente, une médiathèque, des salles de conférence, un incubateur d'entreprises. Le coût de l'édifice estimé à plus de 750 millions de francs CFA. Toute la jeunesse de Yopougon, ce joyeux est offert à la jeunesse et que les jeunes doivent pouvoir fréquenter ce bâtiment et venir en information. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, et le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, sont satisfaits de l'ouvrage, un cadre qui devrait participer à la formation des jeunes. Cet établissement d'accès public se veut un modèle d'infrastructure inclusive qui tient compte de toutes les couches sociales. Si la jeunesse constitue le fer de lance de toute nation qui aspire au développement, elle mérite un cadre adéquat d'éducation et de formation. La mairie de Yopougon, consciente de cette responsabilité, a entamé plusieurs projets dans une dynamique de réaménagement urbain pour l'épanouissement de sa jeunesse. Le centre d'incubation des jeunes entrepreneurs, dans lequel le ministère en charge des emplois jeunes viendra pour former les jeunes de Yopougon et les jeunes d'Abidjan pour leur avenir. Rappelons que cet édifice a été bâti grâce aux actions conjuguées de la mairie de Yopougon et de l'Association internationale des maires francophones. Autre actualité nationale, Niéméné, village situé dans la région centre du pays, a intronisé récemment son nouveau chef. Lors d'une cérémonie, Fofana Patrice a également reçu son arrêté de nomination. Le nouveau chef du village de Niéméné s'est engagé à œuvrer pour la paix et la cohésion. Le point avec Soro Corona de RTI Boaké. Fofana Patrice reçoit ses attributs de chef. Son arrêté de nomination. Il devient ainsi le 10e chef de Niéméné, village du département du Dabakala, région du Hambol. C'est dans la pure tradition guiméné que Fofana Patrice est monté sur le trône de ses ancêtres. En lui remettant son arrêté de nomination, les autorités administratives ont invité le nouveau chef à être juste et impartial dans ses jugements. Fofana Patrice a été exhorté à œuvrer pour la cohésion, la paix pour un développement harmonieux de Niéméné. Le 10e chef de Niéméné s'est engagé à travailler pour la cohésion entre les filles et fils du village. Il a appelé le soutien des cadres afin de relever le défi du développement du village. Je veux qu'il y ait l'entente, l'amour, pour qu'on puisse faire le développement de Niéméné. Je tiens à dire aux cadres de Niéméné de venir me soutenir, de m'attraper au rein
ensemble avec la population du village pour qu'on fasse vraiment un nouveau Yéménais avec le ministre Ali Koulibaly. Parrain de cette cérémonie d'intronisation, le ministre des Affaires étrangères Ali Koulibaly. Son représentant a demandé aux populations des Yéménais de travailler pour l'harmonie, la paix et l'union, gage d'un développement durable. C'est l'entente qui appelle le développement. C'est la paix qui appelle le développement. C'est la cohésion qui appelle le développement. Donc il demande aux populations de Yéménais, aux jeunes, aux cadres, aux femmes de s'entendre. De s'entendre pour que Yéménais puisse avancer. Parce que la division ne profite à personne. Le village de Néméné est peuplé de plus de 3000 âmes. Marié, cultivateur et père de 4 enfants, Fofana Patrice veut faire de son village un havre de paix. Toujours en Côte d'Ivoire, comment les personnes en situation de handicap peuvent-elles participer à l'élection présidentielle d'octobre prochain? Elles ont organisé récemment une rencontre à l'Institut catholique et missionnaire d'Abidjan. Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire compte plus de 620 000 personnes en situation de handicap, dont 457 000 en âge de voter. Parmi elles, 250 000 sont inscrites sur la liste électorale et entendent prendre une part active à la prochaine élection présidentielle. D'où la tenue de ce panel sur le thème « Handicap et citoyenneté, quel défi pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ?» Dans cette période électorale, l'espoir, comme tous les Ivoiriens, nous sommes encore plus inquiets pour la paix et la situation sociale. Parce que, vous savez, quand ça court, les autres peuvent courir. Mais nous, on est obligé de rester sur place. Et pour que les personnes handicapées puissent participer aux élections, il faut d'abord la paix. Et ensuite, sensibiliser les personnes handicapées à jouer leur rôle citoyen. Parce que nous pensons, et nous estimons, et nous croyons que l'inclusion des personnes handicapées va passer par leur participation massive au processus électoral. Il est important pour nous que les personnes en situation de handicap puissent participer aux joutes électorales en toute sécurité. Donc cela suppose que tout se déroule dans un climat apaisé. Dans le processus de développement, dans les actes que nous prenons pour tout le pays, il faut absolument que la question du handicap soit intégrée. Donc pour cela, il faut une forte participation des personnes handicapées. Le 3 octobre prochain, la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire, CAFSI, remettra un mémorandum aux partis politiques. Après quoi, le choix de vote de la CAFSI, selon son président Kone Yacouba, se portera sur le parti qui se montrera capable d'intégrer dans sa politique les conditions des personnes en situation de handicap. La CAFSI existe depuis 10 ans et est représentée sur tout le territoire national avec 18 points focaux. Et justement, à l'approche du mois d'octobre 2020, il faut beaucoup prier pour un scrutin présidentiel sans heurts en Côte d'Ivoire. Des chrétiens évangéliques ont donc organisé récemment des séances de prière dans la commune de Yopougon. Patricia Etia. Alléluia! Au milieu des prophéties pour la paix et des messages de joie, les évêques et pasteurs des différentes églises évangéliques ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Ensemble, ils ont revêtu aux représentants du Premier ministre Ahmed Bakayoko le drapeau ivoirien, symbole ici d'une Côte d'Ivoire debout et réconciliée. Pour ces évêques et pasteurs évangéliques, c'est le signe d'un engagement ferme de prôner et d'exhorter à la paix. Nous voulons dire merci au président de la République, merci au Premier ministre, merci à l'émissaire du Premier ministre qui nous a donné, j'allais dire, notre autorisation de mettre officiellement la fréquence 89.1, la radio de la gloire, la radio Gloire FM. C'est un honneur pour nous, c'est une grande joie. Vous voyez ce peuple de Dieu qui est venu nombreux, des milliers de personnes qui sont venues prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour la nation et prier pour que les ménages soient en paix. C'est vraiment une grande joie pour nous. Réunis ici en prière, la communauté évangélique a adressé des louanges à Dieu ainsi que des prières pour la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Pour le représentant du Premier ministre, il s'agit d'impliquer toutes les couches sociales dans les actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale par l'entremise des évêques et pasteurs des communautés évangéliques. Très heureux que l'évêque général m'ait associé à ce programme de ce matin, prier pour la Côte d'Ivoire,
faire en sorte que le sang ne coule plus innocemment et inutilement en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé au Premier ministre de m'instruire à l'effet d'être présent à ce programme-là. Ils ont tous compris maintenant que l'État et l'Église ne sont pas deux entités différentes. C'est vrai que nous sommes dans une république laïque, mais c'est ensemble et c'est avec l'appui de l'Église que nous pouvons bâtir les choses. Et nous sommes très heureux que l'Église puisse prier pour l'apaisement des cœurs. Adoration et louange ont continué de meubler cette cérémonie pour promouvoir et renforcer davantage les vertus et la culture de paix afin de créer un environnement social apaisé. Enfin, le Parti libéral-démocrate, le PLD, au pouvoir au Japon, a élu aujourd'hui à une écrasante majorité Yoshihide Suga pour devenir son nouveau chef et de facto le prochain Premier ministre du pays, en remplacement de Shinzo Abe, qui se retire, on le sait, pour des raisons de santé. Yoshihide Suga a obtenu 377 voix contre 89 pour Fumio Kishida et 68 pour Shigeru Ishiba, ses deux concurrents. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.